Bonjour, vous écoutez Modeste Schwartz, les post-occidentaux parlent aux post-occidentaux. Je dois aujourd'hui, en quelque sorte, interrompre le cours normal, en tout cas le cours prévu de mes réflexions. Il se trouve en effet que j'ai, et d'ailleurs d'une liste bien fournie, de podcasts à enregistrer, de textes à écrire. Les abonnés de mon blog Substack le savent bien, puisque, au moins pour ceux que je désigne comme des post-occidentaux éminents, c'est-à-dire les abonnés annuels, principalement de ce blog avec lesquels je communique aussi sur le fil Telegram privé de Modeste Schwartz, connaissent bien ce programme puisqu'il contribue en partie à sa définition. J'en discute avec eux, je les consulte. Non pas, je tiens quand même à le préciser, comme certains pseudo-médias, voilà, pour leur demander ce qu'ils ont envie d'entendre, parce que moi je leur dirai de toute façon ce que moi j'ai envie de dire, mais pour leur demander sur quoi ils aimeraient m'entendre parler, prioritairement, c'est-à-dire avant tout d'un point de vue chronologique, en premier. Et c'est ainsi que notre réflexion, qui est déjà d'une certaine manière une œuvre collective, la France, et cette réflexion avancée suivait son cours, mais j'ai été d'une certaine manière rattrapé par l'actualité médiatique. Il se trouve en effet que, bon, je me tiens, pour des raisons que j'espère ne pas avoir expliquées, à bonne distance des écrans de télévision, et ce d'ailleurs depuis des décennies en fait, mais je suis un utilisateur de YouTube. Et alors là, depuis une semaine au moins, une dizaine de jours, peut-être 2 semaines, il y a un phénomène c'est-à-dire j'arrive plus à allumer YouTube sans tomber sur la tête et la voix d'Emmanuel Todd. Alors, si je vais sur Telegram ou sur Facebook, ben ça ne s'arrange pas, parce que Emmanuel Todd, donc le grand penseur dissident du moment, hein, est relayé, très amplement, généreusement relayé par tout ce qu'on appelle la dissidence, la conspisphère, la fachosphère, enfin, voilà. Donc c'est devenu, hein, le grand penseur anti-système, hein, de l'époque de la Macronie triomphante, quoique un peu angoissée. Et donc, bah, comme c'est maintenant le principal dissident, hein, il est omniprésent. On se bouscule pour lui tendre des micros à RMC, j'ai vu au Figaro, il me semble que Libération en parle. Enfin, vous voyez, donc bon, bah, c'est logique. Hein, c'est comme Solzhenitsyn. Hein, Solzhenitsyn était régulièrement sollicité, n'est-ce pas, dans les années 80 pour s'exprimer dans la Pravda, hein, et sur la télé d'État soviétique. Ah non, ah tiens, attendez, non, donc non, en fait c'est pas comme Solzhenitsyn, Donc bon, en un mot commençant, hein, il faut quand même, il faut se poser la question, si vous voulez. Hein. Pourquoi est-ce que toute la presse subventionnée, la presse aux ordres, la presse de la Macronie, se bouscule pour tendre des micros à ce grand penseur dissident, hein. Alors peut-être parce que ce qu'il a à dire, finalement, ne s'écarte pas tant que ça, en réalité, de l'idéologie dominante, hein, de cette société, ce que j'appelle la société de l'Occident historique, dont fait partie la France. Peut-être parce qu'en réalité, Emmanuel Todd n'est pas du tout un penseur post-occidental, mais bien au contraire, d'une certaine manière, les derniers feux, hein, ce qu'on peut appeler la dernière synthèse, un tant soit peu convaincante, à peu près bien branlée, et ben justement de la pensée occidentale. Alors bon, bah, on a déjà notre joli paradoxe là, puisque bon, bah, le bouquin, hein, qu'il est occupé en ce moment à vendre, hein, parce que bon, tout cela est avant tout une campagne publicitaire, a pour titre La défaite de l'Occident. Voici donc ce penseur que moi je considère maintenant de plus en plus comme un des derniers grands penseurs de ce que j'appelle le mainstream idéologique occidental, qui nous propose un ouvrage intitulé La défaite de l'Occident. Alors, c'est un paradoxe, ça c'est sûr. Est-ce que pour autant c'est aussi une contradiction? Je ne pense pas. Moi, je pense au contraire qu'il n'y a de toute façon rien de plus occidental que de parler de la défaite de l'Occident, du crépuscule de l'Occident, de la malignité de l'Occident, de la malédiction de l'Occident. Étant donné que c'est cette culture occidentale, telle que moi je la définis sur les pas d'Oswald Spengler, eh bien, comparée aux autres grandes cultures de l'histoire et de la géographie humaine, il faut avant tout se souvenir que c'est la culture qui a apporté au monde l'idée progressiste.
hein. Et donc l'idée révolutionnaire. Raison pour laquelle j'ai pour habitude de dire que le slogan ultime de la pensée occidentale, eh bien, vous savez, c'est cette fameuse citation de Kundera que lui-même avait puisée dans je ne sais plus quel romantique allemand, c'est pas très important. La vraie vie est ailleurs. Voilà, ça c'est le principe fondamental de l'Occident. Ça commence dès les croisades, hein. À l'époque des croisades, la vraie vie elle est où? Ben, à Jérusalem. C'est pour ça qu'il faut aller mourir devant Jérusalem. Et c'est vraiment resté le principe paradigmatique, hein, c'est le principe d'organisation centrale, hein, de la culture occidentale. C'est, pourrait-on dire, une culture en déséquilibre avant, hein, c'est-à-dire que pour ne pas tomber, elle est obligée vous voyez, comme quelqu'un qui a perdu l'équilibre, mais en avant, et qui est obligé de courir pour ne pas tomber. Hein. Alors ça, c'est quelque chose que moi je peux dire de mon point de vue, hein, et je peux le démontrer, l'argumenter, parce que j'ai pris la peine, hein, dans des textes que vous trouverez sur mon blog, de définir ces notions. Hein. C'est-à-dire que quand moi je parle de l'Occident, de la culture occidentale, et puis une distinction que là, pour le coup, j'ai moi-même introduite, hein, je ne l'ai pas trouvée, par exemple, chez Oswald Spengler, ça constitue en quelque sorte mon apport personnel. L'Occident historique par opposition à ce que j'appelle l'Occident pigmenté, bon, bah, tout ça, ce sont des concepts que j'ai méticuleusement définis dans des textes consacrés à cette définition. Et dans ce système, même dans mon système, hein, en fonction de mes définitions, bon, bah, il n'y a rien de surprenant à voir un dernier grand penseur de l'Occident, du mainstream idéologique occidental, c'est-à-dire progressiste, hein, pour moi ces termes sont synonymes, comme Emmanuel Todd, venir bah, vous vendre la défaite de l'Occident. C'est logique, c'est normal. Hein. Sous-entendu, l'Occident, c'est l'Occident où on se trouve en ce moment, c'est la réalité occidentale, c'est le présent. Hein. Or, l'Occident comme culture, il s'oppose toujours au présent, hein, il est en déséquilibre avant, il n'aime, il n'affectionne, il n'aspire qu'à l'avenir. Mais l'avenir comme changement, l'avenir révolutionnaire. Hein. Bon, en l'occurrence, je dévoile, je déflore un peu le sujet, le principe, le contenu de ma critique, hein, de Todd, en fait, c'est les lendemains du tiers-mondisme qui chantent. Hein. Bon. Pour autant, me direz-vous, est-ce que en quelque sorte, cette prévisibilité de la contradiction existe aussi vue de l'intérieur, c'est-à-dire dans le système de pensée que je critique, hein, c'est-à-dire quand on définit l'Occident comme le définit Todd, est-ce que c'est aussi contradictoire et est-ce que cette contradiction peut aussi, est-ce qu'on peut aussi la déclarer parfaitement prévisible? Bah, là, malheureusement, je suis obligé de répondre que je n'en sais rien, étant donné que je n'ai jamais trouvé, hein, dans les réflexions d'Emmanuel Todd, une définition suffisamment rigoureuse, de mon point de vue, hein, de ce que serait l'Occident. Et notamment, parce que bon, il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet, mais on va essayer d'aller à l'essentiel. Je n'ai jamais compris, quand Emmanuel Todd parle de l'Occident, s'il parle d'une réalité démographique, humaine, et donc aussi, entre autres, ethnique. Bon, les Occidentaux, de ce que moi j'appelle l'Occident historique, hein, c'est-à-dire grosso modo le monde blanc tel qu'il existe réellement, hein, nous, voilà, ou s'il parlait plutôt d'un modèle de pensée, d'une mentalité, en fait, de ce que j'appelle, suivant en cela l'usage terminologique d'Oswald Spengler, ce que j'appelle une culture, hein, c'est-à-dire, si vous voulez, non pas le hardware, hein, non pas les êtres humains d'Occident historique, l'humanité blanche réellement existante, mais ce qu'ils ont dans la tête, c'est-à-dire bon, bah, le logiciel, si vous voulez, qui fait fonctionner ce groupe humain depuis maintenant en gros 9 siècles, hein, suivant la chronologie que proposait déjà Oswald Spengler lui-même. Donc voilà, Emmanuel Todd, quand il dit Occident, en fait, il parle du hard ou du soft. Eh bien, l'impression qu'il me donne, c'est de ne pas le savoir lui-même. Hein. Et une fois de plus, hein, je ne suis pas surpris. Parce que son système épistémologique le plus général, qui pour moi relève d'une certaine forme philosophiquement, d'une certaine forme de déterminisme biologiste, eh bien, un pareil modèle, en fait, ne l'équipe a priori pas en vue d'opérer une telle distinction. C'est-à-dire que justement, l'angle mort, hein, le plus embarrassant, je pense, de son modèle épistémologique, bah, c'est ça. Hein,
c'est-à-dire qu'il y manque quand même, ce qui est un peu ennuyeux, hein, il y manque un concept comme celui de culture. Alors là, j'entends déjà les récriminations, hein, parce que bon, bah maintenant, à force qu'on vous plaque dans votre assiette, hein, que ce soit le menu obligatoire, hein, puisque c'est le plus grand dissident, bah, il est bien hein, forcément, c'est ce que les médias vont vous servir matin, midi et soir. Hein, c'est logique, hein, c'est comme Solzhenitsyn dans les années 1980 en URSS. Donc du coup, bah, c'est logique. Maintenant, Emmanuel Todd a maintenant son fan club, hein, notamment son fan club dissident, hein, de gens qui sont tellement anti-système, si vous voulez, qui vont se ruer hein, dans toutes les capes rouges que va agiter sous leurs yeux le Figaro, par exemple. Hein. Et donc là, le fan club d'Emmanuel Todd va se récrier. Mais comment ça, il ignore la culture? Mais non, bien au contraire, regardez le concept central de son dernier bouquin, là, c'est le nihilisme. Et il explique bien que c'est parce que le protestantisme est mort, que voilà, il est remplacé par le nihilisme. Alors, bon, là, je suis obligé de vous arrêter tout de suite. Ce dont on parle, et ce dont il parle, hein, en l'occurrence, ça n'est pas la culture. Certainement pas au sens où moi je manie ce concept, ou au sens où le manie Oswald Spengler, c'est l'idéologie. Et effectivement, de ce point de vue-là, j'observe aussi hein, chez ce penseur de formation marxiste, ou au moins marxienne, qui est comme toute sa génération, hein, Emmanuel Todd, j'observe une curieuse poussée comme ça, tardive, hein, compte tenu de l'âge du bonhomme, bon, une poussée d'idéalisme, hein, au sens philosophique du terme. Parce que bon, bah, dans sa jeunesse, dans les milieux progressistes des années 60, où, bon, il y avait encore une doxa marxiste, etc., bon, bah, c'est l'infrastructure, hein, c'est les conditions matérielles, donc en réalité les rapports de production, bon, qui sont censés déterminer la superstructure idéologique. Donc à l'époque, le protestantisme s'étiole dans le monde anglo-saxon, il faudrait voir exactement comment il s'étiole et ce que signifie cet étiolement, et bon, laissons. Bon, on va dire, le protestantisme s'étiole très bien, bon, dans les années 60, hein, si vous voulez, dans le style de pensée auquel a été formé Emmanuel Todd, bon, bah, le réflexe aurait été d'aller chercher dans l'infrastructure, dans l'évolution des rapports de production, de l'économie politique, etc., les causes, hein, les causes sous-jacentes de cette évolution idéologique. Bon, lui, actuellement, fait exactement le contraire, il fait du Pierre Hillard, hein, alors qu'il en ait conscience ou pas, est-ce que c'est un lecteur de Pierre Hillard, allez savoir, enfin, mais c'est ça, hein, c'est-à-dire, non, on va partir de la théologie, hein. Donc c'est parce que les gens ne croient plus, alors je sais pas, à la prédestination selon Calvin, enfin plutôt selon Max Weber d'ailleurs, hein, je crois qu'il a beaucoup plus lu Max Weber que Calvin, mais enfin bon. Et du coup, bah voilà, ils produisent plus assez d'obus. Bah c'est logique, ils croient plus à la prédestination, vous voyez. Et donc effectivement, dans les dernières réflexions d'Emmanuel Todd, ce qu'on observe, c'est une sorte d'inversion de la mécanique sur la dernière centaine de mètres, hein, c'est-à-dire que sur le tard, voilà, les grands penseurs progressistes de l'Occident historique se mettent à faire de l'anti-Marx, si vous voulez, à refaire du Feuerbach. Bon. Alors bon, il fait gaffe, hein, évidemment, il n'en est pas encore à la synagogue de Satan, tout ça, bon, ok, mais bon, fondamentalement, je veux dire, il est sur ces rails-là, hein, cela dit, fondamentalement, j'allais dire, du point de vue du mainstream idéologique occidental, ça n'est pas gênant, hein. C'est d'ailleurs ce qui arrive, hein, si vous lisez mon Magicien de Davos, que voici, hein, séquence publicitaire. Bon, vous verrez que bon, c'est plus ou moins ce qui arrive simultanément aussi à la pensée davosienne, hein. C'est un peu la mésaventure que vit à peu près à la même époque Klaus Schwab, de Yuval Noah Harari, bon, voilà, bon, ils en sont tous à peu près au même point, hein, et c'est logique, hein, c'était prévisible, c'est ce à quoi on pouvait s'attendre, une fois qu'on comprend l'histoire. Mais encore une fois, c'est pas ça l'important. L'important, c'est que le modèle épistémologique le plus général, hein, c'est-à-dire en fait celui qui a débouché par exemple sur la pensée marxienne, le modèle de l'homo economicus, lui ne bouge pas. Donc vous avez bien pris en compte de deux niveaux, hein, le niveau des rapports de production et le niveau de l'idéologie, des discours. Hein. Ce qui est parfaitement ignoré, hein, ce qui reste vraiment dans l'angle mort de cette pensée, mais de façon absolument nécessaire, hein, c'est-à-dire il ne penserait pas ce qu'il pense si cet angle mort n'existait pas, c'est justement
cette notion, ce concept de culture, hein, tel qu'on le comprend à partir d'Oswald Spengler, à partir de, je dirais, de la partie la plus intelligente de la pensée anthropologique, hein. Donc de ce point de vue-là, on pourrait dire que Emmanuel Todd aurait gagné à un peu plus méditer, vous voyez, l'œuvre de son aïeul Lévi-Strauss. Et en effet, si vous voulez, c'est bien parce qu'il n'y a pas de concept de culture dans le modèle épistémologique de Todd, qu'il peut pratiquer, comme il le fait, hein, ce déterminisme biologiste, hein. C'est-à-dire que, bon, la démographie, c'est très intéressant, c'est ce qui explique d'ailleurs que je m'intéressais à ses travaux longtemps avant ce dernier ouvrage, avant son pseudo-exil au Japon. Vous voyez, il est parti au Japon parce qu'il était persécuté en France. On ne voulait pas lui tendre le micro. Alors là, visiblement, c'est fini, hein. Là, ça va mieux. Là. Bon, ok, côté micro tendu, c'est bon. Là, maintenant, et puis d'ailleurs, publié chez Gallimard, vous voyez, hein, comme tous les grands dissidents. Hein, bon. Et donc, moi, dès avant même le début du Great Reset, et tout ça, je m'intéressais aux travaux d'Emmanuel Todd. Je trouvais ses observations sur les structures familiales, par exemple, assez intéressantes. Et puis, très souvent, j'étais intéressé et intrigué par le fait que c'était pratiquement le seul auteur, hein, en tout cas à ce niveau-là de médiatisation, hein, c'est-à-dire bon, bah, ayant presque autant de clés de studios de télé à son trousseau qu'un BHL ou qu'un Nathalie, qui de temps en temps réussissait quand même à égratigner notamment la doxa féministe de ce que j'appelle l'Occident terminal. Alors, il faisait jamais vraiment le boulot jusqu'au bout, hein, le boulot jusqu'au bout, en tout cas assez en profondeur. Je dirais, hein, pardonnez ce manque de modestie, je dirais que c'est moi qui l'ai fait, hein, dans Yin, voilà, deuxième séquence publicitaire du podcast. Enfin, malgré tout, c'était intéressant. Et d'ailleurs, là, je vais tout de suite répondre à ceux qui m'accuseraient. Emmanuel Todd reste humainement, hein, quelqu'un qui m'est finalement extrêmement sympathique, hein. On a des origines socio-culturelles en commun. Alors bon, sauf que lui, évidemment, c'est business class, hein, descendant de Lévi-Strauss, Nizan, etc. Bon, moi, franchement, je viens vraiment d'un milieu de tout petit parvenu, on va dire, en comparaison. Mais en gros, ben, ce sont les mêmes, hein, dans le contexte de la société française, là, du dernier quart ou du dernier tiers du XXe siècle. Ce sont à peu près les mêmes origines socio-culturelles, hein. Donc moi j'ai spontanément en réalité des atomes crochus et beaucoup de sympathie personnelle, même si on ne se connaît pas personnellement. Enfin, si vous voulez, c'est pas quelqu'un pour moi, Emmanuel Todd, c'est vraiment pas l'ennemi désigné, quoi. Simplement, il se trouve que voilà, dans ce dernier ouvrage que je n'ai pas encore lu, hein, ça aussi je le précise tout de suite, mais j'en ai déjà tellement entendu parler, voilà, et j'ai tellement entendu Emmanuel Todd lui-même le raconter sans même le vouloir, hein, là, ces derniers jours, là vraiment il suffit d'allumer YouTube, c'est bon. Que bon, ben, avant même de l'avoir lu, je suis déjà arrivé à la conclusion, alors je le lirai par acquis de conscience, des fois que je me serais trompé, mais enfin franchement, bon, que bah, c'était la synthèse, hein, c'est-à-dire que bon, bah, si vous voulez critiquer l'idéologie de l'Occident historique terminal, hein, qui est avant tout une idéologie tiers-mondiste, bon, euh, voilà, maintenant au moins il y a une base, j'allais dire, on a une base de travail, hein, merci à Emmanuel Todd de nous l'avoir fourni, hein, ça, c'est plutôt à inscrire à son actif, hein, en termes de mérite intellectuel et de talent. Enfin bon, de mon point de vue, évidemment, c'est une synthèse du faux, hein. Et donc, pour revenir à cette question du déterminisme biologiste, bah, si vous voulez, quand vous transformez, comme il le fait, hein, la démographie, qui on va dire sa science d'ancrage, hein, on va dire, à titre d'universitaire, bon, quand vous transformez la démographie, qui est une sorte de zoologie humanisée, quoi, hein, c'est-à-dire, enfin, on peut d'ailleurs appliquer aussi les procédures de la démographie à d'autres
espèces animales que l'espèce humaine. Bon, simplement, les résultats seront beaucoup plus prévisibles, récurrents, enfin pas très intéressants. Et il faut se poser la question pourquoi, hein. C'est-à-dire pourquoi il y a plus de boulot, j'allais dire, pour les démographes quand il s'agit des populations humaines que quand il s'agit des populations d'autres mammifères. Vous voyez, même les mammifères les plus proches, les grands primates. Bon. En fait, il y a une raison, hein. C'est que l'espèce humaine, elle est aussi caractérisée par la culture, justement, au sens d'Oswald Spengler et de Modeste Schwartz. Et du coup, elle a aussi une histoire. Or, si vous voulez, quand vous regardez l'exploit intellectuel, hein, c'est comme ça qu'on vous le vend partout, hein, y compris dans des médias où le journaliste se sent quand même obligé de lui rentrer un peu dans l'art, parce que sinon ça deviendrait vraiment trop gros, quoi. C'est-à-dire, alors bon, il faut un peu faut un peu le chatouiller, il faut accuser comme ça d'être plus ou moins à la solde de Poutine, bon, d'accord. Pas trop non plus, hein, et juste assez pour lui donner l'occasion de se défendre brillamment. Bon. Donc tout en faisant mine de le houspiller, etc. Bon, bien s'arranger, hein, visiblement ça fait partie du cahier des charges, hein, de cette opération de com, hein, c'est la promotion d'un bouquin. Bon. Quand même se souvenir, hein, pour ceux qui auraient été distraits, qui auraient raté quelques épisodes, hein, attention, là vous allez entendre les paroles d'un prophète, puisque Emmanuel Todd est l'homme qui a prophétisé, hein, dès les années 1970, l'effondrement de l'Union soviétique. Bon, au passage, on fait semblant de croire que personne dans les années 1970 ne s'attendait, et j'allais ajouter espérer, hein, parce qu'en réalité, mai 68, c'est aussi le moment où on s'est rendu compte que pour le mainstream progressiste de l'Occident historique, hein, donc pour les 68 arts justement, l'Union soviétique était passée du mauvais côté de l'histoire, hein. L'Union soviétique, elle était passée du mauvais côté du récit antifasciste, et donc il y avait, dès la fin des années 60, il y avait énormément d'intellectuels progressistes qui non seulement prévoyaient, mais aussi souhaitaient, en fait, hein, la fin de l'expérience soviétique, pour des raisons idéologiquement parfaitement compréhensibles. C'est l'époque des Situs, c'est l'époque des Mao. Les Mao, de ce point de vue-là, sont les plus intéressants parce que c'est ça, en fait, hein, vraiment le virage tiers-mondiste, hein, du progressisme occidental. Et donc, mais pour rester, on va dire, dans le récit, hein, dans cette com qui a été mise au point pour vous vendre Emmanuel Todd, bon, c'est quoi sa baguette magique au prophète, hein, d'où est-ce qu'il a ramené les tables de la loi? C'est la démographie, hein. Parce que, voilà, il était là dans les années 70, hein, quand même progressiste, famille de gauche, tout ça assez bien intentionné vis-à-vis de l'Union soviétique, nous dit-il. Bon. Et puis, il regarde voilà, les chiffres démographiques, etc. Il dit, oh là là, Eureka, hein, Eureka. Il s'y attendait pas du tout. Bon. Oh là là, regardez là le taux de mortalité infantile. Aïe, 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 aïe. Ces gens-là, en 1991, ça va s'effondrer. Et puis, 15 ans plus tard, ou 19 ans plus tard, vient 1991, et effectivement, ça s'effondre. Voilà, le prophète avait raison. Bon, je reviendrai, hein, plus en détail, et après avoir lu l'ouvrage, ici sur YouTube ou bien dans un podcast sur mon blog. Bon, en tout cas, tôt ou tard, je reviendrai sur cette question de la grande prophétie, hein, d'Emmanuel Todd. On oublie aussi, généralement au passage, je veux dire qu'il n'était pas le seul, hein. Il y avait aussi une certaine Hélène Carrère d'Ancos. Elle, le problème, c'est qu'elle avait été un peu trop explicite. C'est-à-dire, elle avait aussi prévu, hein, l'effondrement. Alors simplement, gros problème, elle avait expliqué à tout le monde que c'était le ventre mou, hein, de musulmans centra-asiatiques et caucasiens de l'Union soviétique qui allait causer sa perte. Résultat des courses, c'est les trois grandes républiques slaves, hein, qui se sont mis d'accord pour... donc c'est le centre, hein, nordique et slave de l'Union soviétique qui a décidé de la dissolution de l'Empire, alors que finalement le plus gros pays de ce ventre mou centra-asiatique et musulman, le Kazakhstan, et lui, dans tout le courant des années 90, 2000, etc., est resté en quelque sorte le bastion, hein, des nostalgiques de l'Union soviétique, hein. Donc, du coup, problème, hein, Hélène Carrère d'Ancos n'a pas réussi, vous voyez,
à transformer son ticket de loto, parce que tout ça, c'est des tickets de loto. Hein. Vous prévoyez des choses, vous ne savez pas trop pourquoi, ni comment, voilà, et puis bah, finalement, ça se produit. Bon. Et bon, elle n'a pas réussi à capitaliser, bon maintenant en plus elle est morte, donc c'est un peu tard, mais elle n'a pas réussi à capitaliser sur son ticket de loto gagnant, comme Emmanuel Todd. Cela dit, fondamentalement, d'un point de vue scientifique et épistémologique, à mon avis, les deux tickets de loto avaient la même valeur, hein, c'est-à-dire 0. Mais bon, mettons pour l'instant cette question de côté, encore une fois, j'y reviendrai, pas ici, mais dans un autre podcast. Donc oublions la question du résultat, de la valeur scientifique, et est-ce qu'on peut déduire en quelque sorte la valeur scientifique du résultat. Donc mettons tout ça de côté. Hein. Regardons juste la méthode. La méthode, en fait, ça consiste à transformer la démographie, hein, en baguette magique en vue de la compréhension, de l'interprétation, mais donc aussi de la prospective, hein, de l'histoire humaine. Donc, si vous voulez, ben, d'un côté, vous avez des événements qui sont avant tout biologiques. Hein, naître, mourir, s'accoupler, se reproduire. Bon, voilà, donc c'est la vie de l'espèce au sens le plus animal. Et puis de l'autre, vous avez ce qu'il est coutume d'appeler l'histoire. Hein, donc les régimes, les États, leur apparition, leur transformation, leur effondrement, leur division, les révolutions. Bon. Or, bon, la méthodologie de Todd, bah, c'est pas difficile. Sur le présupposé, bon, qui n'explicite pas trop, mais bon, il est évident, c'est qu'en fait, bon, bah, dans une certaine mesure, on peut déduire l'un de l'autre, hein, c'est-à-dire l'histoire de la biologie. Ah, évidemment que ça ne marche pas en réalité. Hein, ça ne marche pas parce que, bah, justement, parce que vous ne travaillez pas avec des canards, des écureuils. Vous travaillez justement avec l'espèce, il n'y en a qu'une, hein, l'espèce culturelle et historique, hein, avec l'espèce humaine. Donc du coup, bah, ces déductions, hein, entre guillemets, à Todd, c'est tellement scientifique qu'en fait, c'est totalement infalsifiable, c'est jamais ni vérifié ni vérifiable. Hein. C'est-à-dire que, bon, bah, pour reprendre des concepts qui ont été popularisés il y a 3 ans par un certain débat entourant certains phénomènes sanitaires, vous voyez, bon, il n'y a jamais de test en double aveugle. C'est-à-dire, est-ce qu'il est allé regarder, donc vous voyez, la baguette magique du taux de mortalité infantile, bon, est-ce qu'il est allé regarder comme ça, dans l'histoire sur le dernier siècle, depuis que c'est mesuré, en gros, bon, d'une demi-douzaine au moins, hein, ou d'une dizaine de grands États, comme ça, regarder les courbes de mortalité infantile, et pour vérifier si, effectivement, à chaque fois que vous avez une inflexion significative, tout ça, et quand vous mettez ça en parallèle à l'histoire politique, vous voyez, de ces mêmes pays, non, évidemment non, parce que de toute façon, bah, si jamais il a essayé chez lui, vous voyez, dans son labo, bon, bah, de toute façon, le résultat, je peux vous le dire, hein, ça marche pas. Alors là aussi, je pense que je ferai un podcast séparé, hein, encore une fois, soit ici, soit sur mon blog, pour expliquer d'une part pourquoi ça marche pas. Enfin, bon, j'allais dire, ça sera un peu tautologique, parce que bah, ça marche pas, parce qu'il s'agit de l'humanité, hein, et l'humanité, elle est historique. Donc, bon. Mais aussi pourquoi ce genre d'escroquerie intellectuelle est toujours très très difficile à contrer. Et là, j'anticipe un peu sur les résultats, je spoil un peu. Voilà, bah, pourquoi? Bah, parce que en fait, comme c'est parfaitement bancal, comme d'un côté, vous avez en quelque sorte une science dure, hein, bon, des phénomènes biologiques, voilà, et de l'autre, en fait, vous avez toute la profondeur d'une interprétation historique. Parce que, par exemple, son grand coup prophétique, là, vous voyez, avec dans un plateau de la balance, la mortalité infantile, dans l'autre, l'effondrement de l'Union soviétique. Bon. Le truc, c'est que la courbe de la mortalité infantile, on sait très bien comment on la définit, comment on la mesure, etc. On peut aller jusqu'au plus concret, quoi, c'est-à-dire... Dans l'autre plateau de la balance, vous avez quoi? Vous avez l'effondrement de l'Union soviétique. Ouais. Alors, bon... on a au moins un critère qui est le droit international. Donc effectivement, c'est en 91 que les 3 présidents des 3 plus grandes républiques, des républiques slaves, se réunissent dans ce chalet de la forêt de Bielovèze vers la frontière polonaise pour signer. Bon, d'accord. Alors là, on a une date. Mais est-ce que d'une certaine manière, l'effondrement ne commence pas en 1985 avec l'arrivée du réformateur Gorbatchev à la tête du truc? Ou bien d'autres vous diraient que non, finalement tout ça, ça reste une même séquence dans laquelle il faut même inclure la présidentielle Yeltsin,
Et finalement, la grande césure historique, ça va être au tournant de 1999-2000, l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine. Et donc, en fait, vous avez des arguments pour... là, je n'ai cité que 3 hypothèses. Bon, toutes les 3 sont parfaitement défendables, hein. Donc voilà, en fait, fondamentalement, d'un point de vue épistémologique, dans ce genre, vous voyez, de modèle, vous allez avoir d'un côté du dur, de l'autre du mou. Et donc, bon, bah, si vous voulez, vous pouvez pas vous rater. Vous pouvez pas vous rater parce que quand vous, tout d'un coup, vous avez l'attention, oula, 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 c'est mal parti, là, je suis en train de me planter. Bon, bah, c'est pas grave, on va réorganiser le mou, hein, parce que dans un des plateaux de la balance, fondamentalement, vous avez de la pâte à modeler, hein. Et donc, ce que j'expliquerai, entre autres, dans ce podcast que je consacrerai spécifiquement à cette question, c'est que, par exemple, il faudrait déjà se demander dans quelle mesure il y a vraiment eu un effondrement, dans quelle mesure il y a vraiment eu une césure, hein, dans le monde qui a été celui de l'Empire russe, puis de l'Union soviétique. Bon, en 1991. Alors oui, il s'est passé quelque chose, d'accord, bah, comme en 85, comme en 2000, comme avant ça en 1953-56, hein, mort de Staline et déstalinisation, donc une certaine forme de césure, oui, il y en a eu une. Mais est-ce que, par exemple, est-ce qu'on peut considérer que c'est une césure de la même importance que 1917, hein, le passage de l'empire tsariste à l'empire soviétique, bon, 4 ou 5 ans plus tard, hein, en termes de, encore une fois, de droit international, de fondation officielle de l'État soviétique, etc. Bon. Eh ben moi, en fait, je ne le pense pas, hein. Moi, je pense que la Russie actuelle, hein, ou l'Eurasie actuelle, puisque bon, il y a quand même une sorte de reconstitution, hein, au moins avec la Biélorussie, un peu moins avec le Kazakhstan. Enfin bon, voilà. Et je pense que ce monde-là, tel qu'on le voit aujourd'hui, en 2024, reste quand même pour l'essentiel dans la continuité, hein, de ce qu'il a commencé à être après 1917, hein. Donc ça, c'est une séquence qui, pour moi, n'est pas vraiment refermée. Mais bon, encore une fois, ça nous mènerait trop loin, donc j'y consacrerai un podcast à part, voilà, et pour l'instant, on referme cette parenthèse. Et tout ce que je voudrais encore dire, hein, pour clore cette vidéo, hein, avant que ça devienne trop long, bah, si vous voulez, je vais m'efforcer de faire un sort, hein, à cette escroquerie intellectuelle du déterminisme biohistorique, hein, puisque bon, c'est bien de ça qu'on parle, en citant un seul exemple que je trouve particulièrement intéressant et qui, moi, m'a beaucoup fait réfléchir et je pense devrait aussi vous faire réfléchir. Alors là aussi, côté démographie, l'indicateur qu'on va regarder, enfin, ça concerne les naissances, hein. Mais il ne s'agit pas de la mortalité infantile. Encore une fois, pourquoi est-ce que Todd vous parle sans arrêt de la mortalité infantile? Parce que il le sait très bien, hein, s'il avait pris n'importe quel autre indice démographique, bon, un problème, les autres indices n'annoncent, si vous voulez, absolument rien pour la fin des années 1980, le début des années 1990, hein. Donc, par exemple, s'il avait pris la natalité russe, on voit rien, hein. La natalité du monde russo-soviétique, bon, elle commence à s'effondrer justement au moment de la Première Guerre mondiale et de la Révolution d'octobre. Et puis, depuis, elle s'effondre, hein, jusqu'à nos jours. Alors, avec des petites bosses, hein, au moment de la NEP, notamment la New Economic Policy lancée par Lénine avant de mourir, qui, alors là, les Russes ont brièvement eu l'impression que, finalement, on va peut-être un peu les laisser vivre, hein. Donc, ils ont eu une perme, vous voyez, on a un peu ouvert le camp, hein, bon, voilà, ils ont pu aller cueillir quelques fleurs jusqu'à ce que les bolcheviks sifflent la fin de la récréation. Et alors, quelques-uns, un peu plus naïfs que d'autres, en ont profité, vous voyez, hein, dans un buisson, et donc il y a eu quelques naissances, bon, mais ça n'a pas du tout débouché sur un rattrapage, hein, c'est-à-dire il y a une petite bosse, voilà, mais ils sont jamais revenus au niveau d'avant 1917, d'avant la Première Guerre mondiale, et puis ensuite, collectivisation, voilà, fin de la NEP, et ça repart vers les abysses, hein, vers le bas, en dépit de toutes les gesticulations natalistes de Joseph Staline. Et donc, en gros, il s'est passé ce qui s'était aussi passé à l'ouest, hein, de l'isthme européen, hein, du continent eurasiatique, donc chez nous, hein, en France, en Allemagne. Bon, simplement, à l'ouest, ça s'était fait de manière relativement organique et sur une plus longue durée. Et puis, dans le monde russo-soviétique, comme d'habitude, parce que c'est vraiment ce qui caractérise, hein, cette partie du continent, il y a eu un rattrapage forcé, hein, à marche forcée, autoritaire, voilà, donc la même évolution, mais à la pointe des baïonnettes.
hein, en gros. Et bon, bah, les mêmes causes produisant les mêmes effets, bah, vous urbanisez, vous industrialisez, vous enfermez les gens dans des cages à lapins en béton. Bon, bah, c'est curieux, ils se reproduisent moins. Bah oui, comme en Occident. Oui, bon, c'est juste que ça s'est fait sur une séquence temporelle plus courte. Mais surtout, quand on regarde le résultat, bah, c'est un résultat qui, là, pour le coup, ne présage en rien. Hein. Il y a dans cette courbe-là, il n'y a absolument rien qui permette d'expliquer que, ah bah là, voyez, on pouvait s'attendre à ce que vers la fin des années 1980, non, pas du tout. Raison pour laquelle Emmanuel Todd a créé en quelque sorte ce fétichisme du taux de mortalité infantile, parce que de tous les indicateurs disponibles, tout simplement, c'était le seul qui cadrait à peu près avec son blabla, quoi. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler le rétro-engineering, hein, vous voyez, c'est donc, bon, en fait j'ai des résultats, voilà, c'est la pensée ad hoc, hein. C'est-à-dire j'ai des résultats, et j'ai besoin d'un modèle, vous voyez, j'ai besoin de clés explicatives qui me permettent d'arriver à ce résultat, hein. Donc en fait, j'ai déjà désigné le coupable, et maintenant il me faut sélectionner le type d'indice qui permettra de dire, ah mais voyez, c'est pour ça, je l'avais bien prévu, c'est ça la cause. Bon, donc, mais ça, encore une fois, j'y reviendrai dans un podcast à part, donc laissons ça, et parlons encore et toujours des naissances, mais en fait, parlons des naissances en Chine. Donc vous savez peut-être, sinon ben, je vais vous l'apprendre, que bon, une des caractéristiques démographiques saillantes de la Chine actuelle, qui a d'ailleurs des conséquences sociopolitiques extrêmement profondes et graves, hein, en fait c'est un déséquilibre, c'est le déséquilibre des sexes dans la Chine actuelle, et qui est la conséquence directe du fait qu'à l'époque de la politique de l'enfant unique, parce que là aussi, comme dans le monde russo-soviétique, ça s'est fait à la pointe des baïonnettes. Vous avez eu, d'ailleurs, en partie du fait de l'influence hein, de la pensée mondialiste naissante, du Club de Rome, du tiers-mondisme, toutes ces idéologies sont liées depuis leur apparition, hein, puisque les Chinois ont toujours été à fond là-dedans. Hein. Donc la dépopulation, le contrôle démographique, le planning familial, tout ça, c'était déjà dans le maoïsme, c'est resté une préoccupation centrale de cette Chine capitalisto-communiste qui s'est formée à l'époque de Deng Xiaoping et que poursuit aujourd'hui Xi Jinping. Donc, politique autoritaire de l'enfant unique, hein, sanctions pour les gens qui font plus d'un enfant, etc. Bon, eh bien, le résultat hein, qu'on a aujourd'hui sous les yeux hein, et qui fait de la Chine effectivement une société particulièrement instable, dangereuse pour elle-même, pour ses voisins, etc. Bon, bah, c'est ce déséquilibre des sexes. Pourquoi? Bah parce qu'une grande majorité à l'époque de familles chinoises confrontées au fait qu'on ne les laisserait pas avoir plus d'un descendant, eh bien, on fait un choix sexuel tel qu'on pouvait par exemple l'observer chez les Arabes païens de l'époque de Muhammad. Hein, c'est en ce sens qu'on peut dire que l'islam a été dans ce monde-là, le monde des nomades de la péninsule arabique, une révolution féministe. Hein, c'est un thème récurrent dans le Coran. Vous voyez, avant Muhammad, bah, il arrivait quand même assez souvent qu'on enterre vivant, hein, qu'on se débarrasse des fœtus de sexe féminin. Hein, parce que dans leur système de tribal, avec la question de la dot, évidemment le manque de productivité, le fait que bon, c'est une société qui avait plutôt besoin en fait de descendants mâles, bon, et ben on pratiquait en quelque sorte l'avortement sélectif ou l'avortement sélectif après naissance, hein, donc en fait l'infanticide sélectif, et c'est aussi ce qu'on fait. Hein, pour des raisons culturelles, là il faut vraiment souligner 3 fois le mot culturel, hein, c'est ce qu'ont fait les familles chinoises à l'époque de la politique de l'enfant unique. Pendant ce temps, dans ce que j'appelle l'Occident historique, hein, en Europe de l'Ouest, disons, bon, bah, vous avez une évolution en réalité tout à fait parallèle, hein, très semblable de la natalité, hein, c'est-à-dire bah, l'évolution qui nous amène à l'état actuel de la natalité dans le monde blanc, c'est-à-dire toujours un peu autour de 1,5, entre 1,4 et 1,6 enfants par femme, donc en dessous du taux de renouvellement des populations. Et bon, ce qui signifie concrètement que finalement la famille type hein, dans ce genre de société, ça va être une famille à enfants uniques. Alors là, il n'y a pas eu comme d'habitude, hein, il n'y a pas eu d'approche autoritaire, il n'y a pas eu de décret, il n'y a pas eu de sanction, il y a eu une évolution organique hein, que
sur laquelle je me suis d'ailleurs penché dans cet ouvrage Yin, hein, et ce qu'on appelle en général le féminisme, hein, c'est-à-dire que, bon, bah, en fait, puisque la famille n'existe plus, hein, puisque bon, bah, la procréation, les enfants, en fait, c'est un caprice de la femme émancipée, hein, donc elle a vécu ceci, elle a vécu cela, elle a fait le trekking à l'Himalaya, elle a fait son trip de LSD, sa tournante, ce que vous voulez. Bon, bah, et alors il y a encore un truc à cocher. Ah oui, pas utiliser l'appareil reproductif, vous voyez, l'expérience, vous voyez, de l'accouchement, la maternité, etc. Bon, le bipède qui fournit la gamète mâle étant là-dedans en fait une sorte de mal nécessaire, d'ailleurs qu'on s'apprête à remplacer. Hein, bon, bah, il est bien évident que dans de telles conditions culturelles, la probabilité pour un couple donné, hein, de procréer plus d'une fois tombe assez bas. Et donc, bah, méthode très différente, mais finalement résultat à peu près identique, hein, en moyenne, hein, c'est-à-dire quand on fait abstraction de la répartition de ces naissances entre les deux sexes réellement existants, désolé, bon, bah, vous arrivez à peu près au même chiffre, au même degré de vieillissement accéléré, bon, en Europe de l'Ouest d'une part, en Chine de l'autre. Ah oui, mais vous voyez, le processus dans la société chinoise de la même époque, hein, il a débouché sur ce déséquilibre des sexes, hein, c'est-à-dire sur en fait cette pratique massive de l'avortement et de l'infanticide sélectif. Ce qui évidemment ne s'est pas produit en Europe de l'Ouest. Hein. Pourquoi? Bah, en fait, je viens de le dire, parce que comme en Europe de l'Ouest, en réalité, la famille n'existe plus, hein, l'enfantement, la procréation, la grossesse, en fait, hein, puisque du coup, là, on tombe dans le biologique. Bon, c'est un caprice féminin. Bon, bah, si vous voulez, comme ça dépend des femmes, je dirais que autant chez les hommes, on pourrait dire que là aussi de manière purement biologique, hein, finalement zoologique, on pourrait s'attendre à une vague préférence quand même pour le descendant mâle, mais bon, c'est en tout état de cause probablement pas le cas chez les femmes. Je dirais qu'on pourrait, en faisant totalement abstraction des facteurs culturels, on pourrait partir du principe, hein, je poserai peut-être la question à mon ami Fred Delavier, lui il a ce genre de perspective, bon, mais on pourrait s'attendre à ce que bon, une femme, ce soit du 50-50, quoi, c'est-à-dire en termes de préférence. Qu'est-ce que vous préféreriez avoir comme sexe de votre premier, ou bon, bah, dans la plupart des cas de votre unique enfant? Bon, ça devrait être du 50-50, hein, entre la petite fille et le petit garçon. Et effectivement, c'est ce à quoi on a assisté, c'est-à-dire c'est le résultat, hein, c'est donc société vieillissante, jeunes de moins en moins nombreux, mais encore répartis de manière à peu près harmonieuse entre les deux sexes. Hein, c'est-à-dire il n'y a pas de déséquilibre des sexes, si vous voulez, en France, en Allemagne. Bon. En Chine, oui. Pourquoi? Ben, à cause d'une structure culturelle. Hein, parce que comme c'est dans la culture chinoise, c'est au fils d'enterrer le père, et que cette transmission symbolique, hein, parce que là justement c'est là que vous voyez qu'il ne s'agit pas juste d'un mâle et d'une femelle, d'un couple, hein, c'est que là on n'est plus dans le zoologique, là on est vraiment dans la culture, hein, c'est la partie spécifiquement humaine en réalité de l'habitus, hein, du comportement, hein, du behavior familial, donc sexuel et reproductif de la population chinoise. Et donc ça, pour moi, c'est un excellent exemple, c'est un cas d'école, c'est-à-dire que là, vous voyez très clairement, hein, comment un conditionnement culturel, hein, a produit des effets démographiques, parce que ce déséquilibre des naissances, c'est un fait démographique, hein, c'est mesurable, bon, exactement, vous voyez, comme Emmanuel Todd mesure et interprète, enfin, à tort et à travers, mais les taux de mortalité infantile, les taux de natalité, bon. Or, une fois qu'on comprend ça, une fois qu'on interprète, de mon point de vue, correctement un tel phénomène, de par cette interprétation, est-ce qu'on a fait de l'idéalisme? Hein, est-ce qu'on a fait du Pierre Hillard, de l'Emmanuel Todd dernière centaine de mètres? Ben non, je pense pas. Parce que, si vous voulez, ces gens, hein, donc ces couples chinois donc, qui ont pratiqué un avortement, un infanticide sélectif, etc., de manière à avoir, puisqu'ils ne pouvaient avoir un seul descendant, ben, d'avoir un descendant mâle. Bon, est-ce que ce sont des gens qui, par ailleurs, est-ce qu'ils ont fait tomber, si vous voulez, le communisme en Chine, hein? Est-ce qu'ils ont remis en cause massivement, donc, est-ce qu'il y a eu une révolution, ou éventuellement au moins une révolution avortée, ou non? Non, 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 non. La population chinoise, dans l'immense majorité, bon, bah, est restée gentiment massée, hein, derrière ces bergers marxistes façon Mao. Bon.
Il serait donc parfaitement absurde de dire, vous voyez, à la Todd, que bon, bah, il y a eu un effondrement, je sais pas, du confucianisme, vous voyez, puis que du coup, non, pas du tout. La politique de l'enfant unique, donc là, c'est cet effondrement démographique. Hein, vous savez, il y a deux gros reculs démographiques de la population mondiale, hein, qui sont visibles dans les chiffres à l'heure actuelle. L'un, c'est celui-là, hein, c'est les conséquences sur la population mondiale, hein, de la politique de l'enfant unique en Chine, parce qu'évidemment, ça a concerné un peuple qui représente une fraction significative, hein, de la population humaine. Et l'autre, ben, c'est en ce moment, alors là, je vous laisse deviner, hein, à quoi c'est dû, etc. Je vais pas, on est sur YouTube, hein, donc je vais pas. Or, la politique de l'enfant unique par laquelle la Chine s'est tirée dans le pied, hein, c'est-à-dire aujourd'hui, elle entre en hiver démographique, etc. Aujourd'hui, c'est son plus grand problème, y compris économiquement. Bon, cette politique, c'était pas une conséquence même d'ailleurs de l'idéologie locale, hein, que ce soit le confucianisme, le marxisme façon Mao, etc. C'était une importation, hein, de lubies occidentales, là pour le coup, hein, c'était le club de Rome, la décroissance, de toutes ces conneries que les communistes chinois, en bon élève, hein, en spécimen de compétition de l'Occident pigmenté, hein, c'est la notion que j'aimerais introduire dans le débat. Je mettrai en lien évidemment le texte dans lequel je définis cet Occident pigmenté. Eh ben, ils ont appliqué les recettes de ce qu'on appelait à l'époque pas encore Davos, alors que le forum dit économique dit mondial de Klaus Schwab avait quand même déjà été créé, mais enfin, où il était en cours de création. Voilà. Et ce qu'on constate d'ailleurs par la même occasion, c'est que le matérialisme, si vous voulez, bas du front, va pas fonctionner non plus. Étant donné qu'il serait assez difficile aussi d'argumenter, voyez, de démontrer que au moment de la politique de l'enfant unique, il y aurait eu un intérêt objectif des couples chinois en âge de procréer à n'avoir qu'un seul enfant. Hein, dans le cas de la paysannerie, je pense que c'est même plutôt le contraire. C'est-à-dire que d'ailleurs, fille ou garçon, plutôt fils, mais finalement, ils auraient, au moins dans cette partie de la société, hein, dans une agriculture de main-d'œuvre, hein, des rizières, bon, ils auraient plutôt eu intérêt à en avoir deux, voire trois, voire quatre des enfants, mais simplement l'État ne leur a pas permis. On est donc face à une évolution démographique qu'on ne peut pas transformer en conséquence mécanique ni d'une évolution de la superstructure idéologique, du discours, hein, encore une fois. L'idéologie qui à ce moment-là a été importée, c'était même pas d'ailleurs celle de cette société, hein, c'était ce que les princes rouges entendaient quand ils allaient dans ces forums du mondialisme naissant, vous voyez, un club de Rome et autres conneries. Bon, ça venait pas de chez eux. L'explication par l'infrastructure, hein, l'explication marxiste classique, va pas fonctionner non plus. Et donc ce qui nous reste, aussi bien pour expliquer la politique de l'enfant unique que pour expliquer sa conséquence si spécifique, hein, en Chine, c'est-à-dire le déséquilibre des naissances, eh bien c'est une explication culturelle. C'est-à-dire que pour comprendre pourquoi et comment tout cela a eu lieu, eh ben, il faut d'abord comprendre que vous avez deux cultures, hein, une culture chinoise héritée, traditionnelle, hein, une culture des masses de l'Occident pigmenté, pas des élites de l'Occident pigmenté, qui est en quelque sorte en situation d'inertie, hein, c'est-à-dire qu'elle est dominée, puisque les princes rouges, eux, c'est l'Occident pigmenté, hein, eux, ils importent leurs idées de Davos, en l'occurrence, hein, via Bandung, bon. Et de l'autre, vous avez la culture occidentale stricto sensu, donc dans ces dernières conséquences, hein, qui impliquent le mondialisme oligarchique. Hein, je renvoie au texte que j'ai remis en ligne sur mon blog, pas plus tard qu'hier d'ailleurs, sur le mondialisme oligarchique de Kissinger, avec derrière les obsessions intellectuelles décroissantes néo-malthusiennes, etc., de la famille Rockefeller, et de tout ce lobby de la dépopulation, de la famille Gates, etc. Bon. Tout cela est aussi parfaitement explicable une fois qu'on comprend la dynamique culturelle, la dynamique historique qui est celle de l'Occident. Et donc vous avez ce qu'on pourrait appeler un poison culturel occidental, issu de l'Occident historique, qui est importé, hein, qui est injecté de force, hein, dans l'organisme de la société chinoise, et auquel cette société chinoise réagit d'ailleurs avec des anticorps, enfin si vous voulez, la réaction immunitaire en quelque sorte de l'organisme,
elle est elle-même surdéterminée avant tout par une autre logique culturelle, hein. C'est-à-dire que dans les deux cas, il ne va s'agir ni de superstructure, ni d'infrastructure, ni d'idéologie, ni de rapport de production. Et ce, alors que dans l'espèce de pseudoscience, hein, je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot, que vous vend en ce moment Emmanuel Todd, bah, tout ça est totalement inexplicable, si vous voulez. Comme en général, bah, le fait que deux populations humaines réagissent différemment à un même stimulus démographique, si vous voulez. Chose qui, effectivement, hein, dans le monde animal, le monde zoologique en dehors de l'espèce humaine, ben, n'arrive pas vraiment, hein. Donc, de ce point de vue-là, bon, c'est peut-être un peu méchant, désolé, mais enfin, ce qu'il faudrait quand même conseiller à Emmanuel Todd, hein, c'est de se pencher plutôt, de s'occuper plutôt, hein, de l'évolution, de l'histoire, de l'avenir, etc. Des termitières, des fourmilières, des grands troupeaux de rennes de la Sibérie, hein, puisque, bon, visiblement, il a des liens, hein, bon. Euh, alors que, bon, les humains, bon, non, il ferait mieux d'arrêter, hein, c'était pas une bonne idée, en fait. Voilà, et donc en vous donnant rendez-vous pour de nouveaux podcasts ici ou sur mon blog sur la défaite de l'Occident, ou peut-être la défaite d'Emmanuel Todd, bon, en tout cas pas commercial, hein, je pense que de toute façon ça va se vendre, et d'ailleurs il se pourrait même que je contribue, hein, finalement, puisqu'il n'y a pas de mauvaise publicité, hein, à le vendre, et d'ailleurs c'est tout le mal que je lui souhaite, hein, je veux dire, hein, bon, arrondir un peu sa retraite d'universitaire, etc., c'est très bien, moi je lui souhaite les meilleures ventes possibles, d'autant plus qu'encore une fois il a eu le mérite de fournir quand même une base de travail, si vous voulez, à ma critique de la pensée de l'Occident terminal. Et d'ici là, je vous recommande, comme d'habitude, de circuler, étant donné qu'en dehors du blog de Modeste Schwartz, malheureusement, il faut bien dire qu'il n'y a rien à voir.